Bonsoir à tous, bienvenue. Ambiance timide à la commission électorale indépendante et pourtant nous sommes à J-7 de la clôture des candidatures pour les législatives. La CEI avertit, la date butoir ne sera pas prolongée. La RTCI face aux associations de consommateurs ce mercredi, elle dément la rumeur d'interdiction des bonus de téléphonie mobile et apporte des précisions sur les frais d'imposition aux entreprises de livraison. À une semaine de la clôture des candidatures pour les législatives, seuls 22 dossiers d'indépendants ont été réceptionnés à la commission électorale indépendante. Cette dernière exhorte ce mercredi les postulants à être dans les délais car la date butoir ne sera pas prolongée. Témé Danger, Fulgence Kissiedou. Box 19. Ces agents du guichet en charge des candidatures dans l'Octonkmé examinent le dossier du député sortant de la circonscription 194. Il s'agit de l'un des rares box à recevoir un candidat en lice aux législatives du 6 mars prochain. Il faudra attendre plus d'une heure après pour qu'un autre candidat se présente dans un autre des 20 guichets de la CEI centrale, le box 7, ouvert pour les candidatures dans le Lodjibois. Autre candidat, le maire de Tiassalé dans l'Aïebi Tiassa sacrifié au rituel. L'agent du box 8, désespérément vide, s'affaire, lui, à coller la fiche des éléments constitutifs du dossier. Il espère s'éviter ainsi de se tourner les pouces. Au centre de traitement des données, les choses ne bougent pas également. Peu de dossiers sont parvenus à leur niveau. Aujourd'hui, on n'a pas encore fait le point à la mi-journée. Sinon, il y a 13 dossiers qui sont déjà prêts à être acheminés dans les commissions d'analyse. À une semaine de la date butoir, les candidats ne se bousculent pas devant les box. À ce jour, nous avons 22 candidatures qui émanent de personnalités qui se présentent sous l'étiquette d'indépendants. Le porte-parole de la CEI est formel. Le jeu des derniers jours peut jouer contre les candidats, surtout qu'aucune rallonge de la date butoir n'est à l'ordre du jour. Nous suivons un chronogramme qu'il serait vraiment difficile de parler de prolongation. D'autant plus que depuis le 4, nous n'avons vu personne, donc ce sera difficile. Bien avant, les rares candidats à disposer du récépissé de dépôt de leur dossier affichent satisfecit pour l'accueil et confiance pour la suite de leur projet. Les choses se sont très bien passées. Je voudrais dire merci déjà au niveau de l'organisation, parce que quand on regarde les box, ça permet à chacun d'être orienté. J'ai été indépendant de 2016 à 2020, je resterai indépendant de 2020 à 2025. C'est la première fois que nous partons, nous allons participer à une élection législative de notre pays. Nous sommes confiants, nous partons rassurés. C'est le terrain qui va nous déterminer. Notre pays entame un renouvellement de sa classe politique. Et donc il y a un certain nombre de leaders qui doivent s'engager et aller au Parlement pour mener un combat de transformation de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que nous faisons partie de cette catégorie de nouveaux leaders qui arrivent. Et donc il est important d'aller mener un combat au Parlement. Notons que les grandes formations politiques du pays, notamment le RHDP, le FPI et le PDCI, sont encore au stade de la difficile sélection des candidats. Tous veulent s'assurer de miser sur les meilleurs chevaux pour la course à la Chambre haute du Parlement bicaméral ivoirien. À partir du 1er février, 2 nouveaux timbres seront mis en circulation, des timbres plus sécurisés selon l'Union des villes et communes afin de contourner la fraude fiscale en Côte d'Ivoire. Nadja Eja, Mathurin Badé. À compter du 1er février 2021, les timbres actuellement en circulation dans les différentes communes de la Côte d'Ivoire seront retirés et remplacés par de nouveaux modèles. Des nouveaux timbres avec des valeurs de fabrication similaires aux timbres fiscaux et aux billets de banque plus sécurisés et sans coût supplémentaire. Il y a des éléments, des mécanismes de sécurisation qui ont été poussés avec les armoiries de la Côte d'Ivoire et en filigrane à l'intérieur des incrustations de sécurité qui ne sont visibles qu'avec la lampe ultraviolette. Grâce à cette réforme, les communes espèrent un meilleur recouvrement de leurs recettes pour le développement de leur localité. Avec maintenant la mise en œuvre des valeurs inactives sécurisées, à savoir les timbres, nous parviendrons à juguler, à arrêter et éradiquer les fraudes constatées par le passé
pour que finalement les ressources destinées à l'action municipale soient correctement collectées au bénéfice de nos concitoyens. Pour sensibiliser les contribuables sur cette nouvelle donne, des équipes parcourront les 31 régions du pays pendant 10 jours à partir de ce 17 janvier. Des missions qui vont se passer pour informer les populations, pour informer les collectivités sur le nouveau mécanisme qui est mis en place, de sorte que les collectivités puissent, dès qu'il sera mis en place, intégrer la nouvelle donne et pouvoir s'approvisionner avec ces nouveaux thèmes qui sont sécurisés, qui vont leur permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sécuriser leurs ressources. En plus de l'amélioration des valeurs inactives, notamment les timbres pour optimiser les ressources des communes, un décret a été pris par le gouvernement pour la perception des recettes propres par voie électronique. Ce mécanisme de digitalisation dans sa phase pilote offre déjà des résultats probants selon le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. L'accès au réseau de téléphonie mobile aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire est un luxe tant le signal est faible, voire quasi inexistant. Pour pallier ce problème et permettre aux populations qui vivent dans ces zones d'être plus connectées, une rencontre a eu lieu entre la Commission nationale des frontières et plusieurs acteurs des télécommunications. Salif Yalekwe, Fulgence Kissédou. L'amélioration des conditions de vie des populations vivant au niveau des frontières du pays passe par leur accès au réseau de téléphonie mobile dont les signaux sont faibles dans les dites zones. Pour pallier à ce déficit, qui est également un enjeu sécuritaire, une rencontre a été initiée mardi par la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire avec la présence de plusieurs acteurs dont les entreprises de téléphonie mobile. Les réseaux sont importants pour des questions de sécurité. Nous sommes dans une zone assez sensible aujourd'hui. Les différentes préoccupations sécuritaires sont signalées dans cette zone-là, surtout la zone nord. Nous sommes adossés à la bande sahélo-sahélienne. Donc il est important pour nous que les populations, que tous les acteurs frontaliers aient accès à la téléphonie, puissent échanger, puissent communiquer avec les parents, puissent communiquer avec les services de l'État. Mais en plus de cela, ça fait partie des commodités de la vie. Si vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à avoir accès à Internet, vous n'arrivez pas à échanger, il est vraiment difficile. Les acteurs des télécommunications réunis ce jour s'engagent à s'investir davantage pour répondre à cette problématique. Il y a différentes parties prenantes qui ont des responsabilités qu'elles sont tenues de respecter. Et donc avoir une vision holistique de la chose, ça veut dire il y a les télécoms, c'est vrai, mais les télécoms vont de pair avec l'énergie, vont de pair avec les infrastructures routières, vont de pair surtout avec la densité humaine dans les zones. Il y a des plans stratégiques qui seront mis en œuvre pour pallier les déficits qu'on peut observer également. Il y a des problèmes techniques. Il n'y a pas que des déficits en infrastructure, il y a les problèmes de brouillage. En Côte d'Ivoire, ici, la régulation, elle se fait très bien et nous sommes tenus de respecter certaines normes en termes d'émission des signaux. À l'issue des travaux, les participants ont convenu de mettre en place un comité technique stratégique. Une prochaine rencontre est prévue dans 15 jours. Je vous le disais, la RTCI était face aux associations de consommateurs ce mercredi. Elle dément fermement la rumeur d'interdiction des bonus de téléphonie mobile. Elle apporte également des précisions sur les frais d'imposition aux entreprises de livraison, objet à polémique ces derniers jours. Salif Yalekwe, Kimouarik. Ce mercredi, au siège de l'autorité de régulation des télécommunications TIC en Côte d'Ivoire, ARTCI, le premier responsable de cette agence de régulation était face aux responsables d'associations de consommateurs. Il s'agissait d'expliquer à ses hôtes les deux décisions de l'ARTCI qui déchaînaient les passions et alimentent ces dernières heures les discussions, notamment via les réseaux sociaux. Les bonus des sociétés de téléphonie mobile et la réglementation des activités de livraison urbaine. On n'a pas dit à un petit qui a une moto d'aller payer 5 millions pour pouvoir utiliser sa moto. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'RTCI n'a mandaté personne pour confisquer les motos des livreurs urbains. On n'a pas dit ça.
Le concept même de livreur urbain, c'est un nouveau concept qu'on découvre. Oui, le métier est là, et puis subitement, tant que j'ai dit à madame la directrice des activités pour ça, elle dit, ah tiens, ça c'est des gens qui faisaient leur boulot, maintenant c'est des livreurs, on a trouvé le mot livreur urbain, que eux-mêmes ils emploient, donc on dit, mais tiens, il faut adresser cette frange-là de notre activité, les livreurs urbains. C'est fait un peu des petits métiers, mais c'est des gens qui gagnent leur vie avec ça. Il faut les encourager, il faut les soutenir. C'est ce qu'il a dit, le social, parce que derrière lui, il y a d'autres familles. Donc nous, on est là pour les encourager, pour les soutenir. On ne peut pas afficher un prix à un certain niveau et puis chaque jour dire on est à 200, 300, 400% de réduction. Si tel est qu'on a la possibilité de faire de manière permanente des réductions, pour nous en tant que régulateurs, l'objectif poursuivi c'est des tarifs abordables pour le consommateur. Donc autant lui communiquer le vrai tarif. Des échanges qui auront permis d'éclairer la lanterne des consommateurs. Vous savez que les personnes en situation de handicap utilisent l'Internet, les données, même le téléphone. Vous voyez, le Sumien, par exemple, pour échanger avec un correspondant, le premier langage qu'il connaît, c'est le langage des signes. Or, le langage des signes consomme des données, suffisamment de données. Et donc, quand on se retrouve avec les questions de bonus, si on n'en a pas, bon, c'est vrai, ça pose problème, mais quand ce n'est pas bien géré, ça nous pose également problème. Des mesures, nous étions très remontés parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce que là où des opérateurs nous font 300% de bonus, le régulateur qui est censé nous protéger demandait à plafonner ces bonus-là à 100%. Et après les explications du DG et de ses collaborateurs, je crois que le régulateur a vraiment agi en tenant compte de nos intérêts. Et nous souhaitons qu'il pousse la réflexion, l'action pour que véritablement cela soit accompagné de la qualité du service. Le secteur de la livraison, à l'instar de celui des télécommunications en Côte d'Ivoire, est dynamique. Au cours de ces dernières années, plusieurs jeunes entrepreneurs s'y sont investis au mépris des règles selon l'ARTCI. Elle entend assainir davantage le secteur. Le président de la Confédération des PME, PMI et du BTP était face à la presse ce mercredi. Il dénonce des dysfonctionnements dans le processus électoral devant renouveler les instances de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire. Le secteur du BTP menace de ne pas participer à ces élections si la transparence n'est pas garantie. Le reportage de Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire se prépare à renouveler ses instances. Le comité électoral devant conduire le processus a été mis en place depuis un an. Et jusque-là, la date des élections n'est pas encore connue. Une situation que déplore la Confédération des PME, PMI et du BTP. Son président dénonce un manque de transparence et accuse le président sortant d'être juge et parti dans cette élection. Dès qu'il est déclaré candidat à sa propre succession, il n'a plus le droit de s'occuper des registres et des cartes de membres qui sont exigibles aux électeurs et aux candidats pour les élections. Mais pourquoi il y a une commission électorale indépendante qui est mise en place? Et notre travail, c'est pourquoi? Notre position est claire. Et nous sommes sûrs, et certains l'État ne peut pas cautionner cette fraude-là. Il invite le ministère de tutelle à se saisir du dossier afin d'assurer, selon lui, une élection crédible au profit des artisans. Soit le ministère en charge, l'artisanat s'occupe de ce découpage, s'occupe de l'identification, parce que la loi dit il faut faire le recensement, il faut faire l'immatriculation des artisans, il faut faire l'inscription dans le registre des métiers. Créée par décret en janvier 1993, la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire a pour principale mission l'organisation et la promotion des entreprises de métiers et de l'artisanat.
On adore chanter, parfois même danser, ce genre musical qui parle très souvent de faits qui nous entourent, le zouglou, une musique propre à notre identité. Depuis 30 ans, elle séduit des millions d'Ivoiriens, une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Nadja Eja, Tanguy Kona. Les mains et les yeux ouverts vers le ciel, en signe d'imploration, c'est la gestuelle qui accompagne le zouglou, une musique née dans les campus universitaires à la fin des années 80 pour dénoncer les conditions des étudiants. Mais au-delà de la musique, le zouglou c'est avant tout une expression artistique, une philosophie, un langage, mais aussi une gestuelle déclinée en plusieurs variantes, en fonction des réalités et messages à véhiculer. On implore Dieu et on ouvre un peu les yeux pour lui montrer que on est dans des problèmes. 2, 3, et puis tu t'en vas 1, 2, 3. Il y avait le zouglou militaire. Dans le zouglou Bella, on avait par exemple le zouglou vandal. À l'époque, comme on revendiquait beaucoup, il y avait des descentes, il faut se défendre. Alors, directement, on prend le caillou, tu vois, sans zouglou là, tu vois un peu, d'aller dans le terroir, dans le zouglou plé-plé, comme si c'était le masque, un masque qui dansait. Parmi les précurseurs du zouglou encore sur la scène, l'artiste Bilé Didier, également appelé Z1, comme pour lui reconnaître sa place dans la sphère zougloutique actuelle, 30 ans après le début de sa carrière. « 30 ans », c'est également le nombre d'années de vie du zouglou qui, peu après sa création, va au-delà des frontières des campus universitaires dans les années 90, grâce à l'action de promotion engagée par les médias. On a quelque chose de très fort qui nous vient de Yopougon, qui nous vient du campus. Moi-même, je sortais du campus il n'y avait pas longtemps et je me suis dit, bon, il faut y aller. Et je me suis engagé. Une fierté pour Serge Bruno Porquet, co-créateur du zouglou, connu dans le milieu sous le pseudonyme de Opoko Unti. Pour lui, il faut surtout garder l'esprit zouglou qui met un point d'honneur sur la solidarité. On souhaite que les enfants, la nouvelle génération, puissent nous écouter et surtout garder l'esprit zouglou. L'esprit zouglou, c'est l'esprit de famille, l'esprit d'amour, de partage. Si le zouglou est aujourd'hui une musique d'envergure internationale, il a subi au cours de son évolution des modifications aussi bien dans la mimique que dans la rythmique. Bilé Didier, le Z1, appelle donc la jeune génération à garder l'authenticité du zouglou. Le zouglou a appelé à évoluer, il va encore évoluer. Seulement, on demande maintenant à la jeune génération de revenir au pas authentique du zouglou. Mais le zouglou, c'est ça. Le zouglou, il faut qu'on revienne à l'authenticité. C'est ça qui fait le zouglou. La pensée zougloutique exprimée le plus simplement possible, c'est justement ce qu'essaie de réaliser ce jeune groupe zouglou, né dans les années 2000. On a choisi de faire le zouglou parce que depuis l'enfance, depuis l'école primaire, on a vu les grands frères, les précurseurs qui nous ont motivés à travers les chansons, à travers la danse, à travers les manières de s'exprimer sur la scène, qui a fait qu'on a opté pour le zouglou. Et aussi parce que le zouglou aussi, c'est l'identité de la Côte d'Ivoire. On fait du zouglou roots, du zouglou traditionnel. On prend d'abord les percussions, le djembé, la cascagnette et tous ces instruments-là pour pouvoir canaliser, pour pouvoir faire un zouglou naturel. Pour aider la nouvelle génération à rester fidèle aux fondamentaux du zouglou, un projet de charte du zouglou impliquant tous les corps de métier en allant des chanteurs aux promoteurs de cette musique est en cours. Autre objectif des précurseurs, arriver à l'institutionnalisation du zouglou par l'État. Ailleurs dans le monde du jamais vu, dans l'histoire américaine, une deuxième procédure de destitution est enclenchée contre Donald Trump à une semaine de son départ de la Maison-Blanche. Le motif, incitation à l'insurrection après l'invasion du Capitole par ses supporters. C'était il y a une semaine. Le récit de Pierre Dipomela. Donald Trump fait face à une procédure de destitution une semaine après l'assaut du Capitole qui a fait 5 morts. Mike Pence, son vice-président, est instruit par la Chambre des représentants à invoquer le 25e amendement pour la destitution de Trump. Argument après argument,
les membres de chambre motivent leur décision. Les actions du président démontrent son incapacité absolue à s'acquitter des devoirs les plus élémentaires et fondamentaux de sa fonction. C'est pourquoi le président doit être démis de ses fonctions immédiatement. C'est une décision que nous prenons avec la plus grande solennité et la plus grande prière que cette crise exige. La révocation du président est une action sans précédent, mais elle est nécessaire parce que c'est un moment sans précédent dans l'histoire en raison du danger qu'il représente. 5 sont morts. Beaucoup d'autres ont été blessés et nous étions à quelques secondes de quelque chose de bien pire. Pour mes collègues, faire respecter notre serment à la Constitution et à notre démocratie signifie reconnaître que chaque seconde que Donald Trump est président, la nation est en danger. Nous avons le pouvoir de faire quelque chose pour y remédier. Mike Pence doit faire son devoir, invoquer le 25e, et s'il ne le fait pas, nous agirons de toute urgence pour faire le nôtre et destituer à nouveau Donald Trump. Le rôle du président dans cette insurrection est indéniable, tant sur les médias sociaux, à l'approche du 6 janvier, que dans son discours ce jour-là. Il a délibérément promu des théories sans fondement, créant ainsi un environnement combustible de désinformation et de division. Permettre au président des États-Unis d'inciter à cette attaque sans conséquence est une menace directe pour l'avenir de cette démocratie. C'est pourquoi je voterai demain pour mettre en accusation ce président. Lors de son départ de Washington mardi matin, Donald Trump avait dénoncé cette procédure, la jugeant totalement ridicule et affirmant qu'elle suscitait une immense colère à travers les États-Unis. Destitution ou pas, le président élu Joe Biden, lui, prêtera serment sous haute garde le 20 janvier sur les marches du Capitole, siège du Congrès américain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Excellente soirée à tous.